Bonjour et bienvenue dans cet hémicycle qui accueille 751 députés européens pour voter la législation qui concerne 28 pays. Et nous mettons ces députés régulièrement en contact avec les jeunes de leur pays à travers notre programme L'Europe dans tous ses états. Nous allons vous proposer un best-of, les meilleurs moments de ce programme, à commencer par un thème qui a beaucoup suscité de débats dans cet hémicycle, à savoir la migration et la crise des réfugiés. Certains pays de l'Est, comme la Hongrie, ont décidé de verrouiller leurs portes, d'ériger des murs et de ne plus laisser entrer, y compris les réfugiés politiques. Reportage tout de suite de notre envoyé spécial Alix Le Bourdon à la frontière hongroise. Dans cette tranquille bourgade croate, la scène était devenue habituelle. Ce jour-là, près de 2000 migrants descendent du train, à pied, direction la frontière hongroise. Ils font partie des derniers à emprunter ce passage. Depuis, la Hongrie a fermé sa frontière avec la Croatie. Bayrak arrive tout droit de la ville de Sueda, au sud de la Syrie. Le jeune ingénieur a fui les combats, aux côtés de son père et de deux amis. Plus que quelques centaines de mètres avant l'espace Schengen, pour Bayrak, le voyage a été périlleux. Pourtant, il appréhende le passage de cette frontière. On a entendu beaucoup de choses à propos de la Hongrie. On a vu cette journaliste qui a donné un coup de pied à un Syrien. On a aussi vu beaucoup de vidéos où la police attaque les migrants. Fin septembre, le Premier ministre hongrois a autorisé la police à employer la force si nécessaire. Après la frontière serbe, il ordonnait également la construction d'une deuxième barrière de barbelés, ici, le long de la Croatie. C'est ça la frontière, non? Je pense qu'ils vont être gentils. Enfin, j'espère. Comme tous les autres, Bayrak ne verra de la Hongrie que la gare de Zakagne. Il va y prendre un train, direction l'Autriche. Avant que la barrière ne soit érigée, les migrants traversaient ce village à pied. Un souvenir vif pour cet employé municipal qui reste partagé sur le traitement de la crise migratoire en Hongrie. On ressent de la compassion envers les gens qui arrivent des zones de guerre. Mais nous ne pouvons pas dire s'ils sont tous syriens. Peut-être qu'ils viennent d'autres pays, mais comme ils n'ont aucun document sur eux, on ne peut pas contrôler. Plus à l'est, toujours sur la frontière croate, le maire de Beremend approuve totalement la politique du gouvernement. Une équipe de France 24 avait rencontré cet élu du parti au pouvoir courant septembre. La barrière était alors en cours de construction près de sa ville. Il faut à tout prix mettre un terme à cette vague migratoire. Si l'UE est incapable de protéger ses frontières extérieures, ça va créer d'énormes problèmes. On constate déjà qu'ils arrêtent des terroristes ici ou là. Aucun pays n'a besoin de ça. Encore plus à l'est, aux confins des frontières serbes et roumaines, nous rencontrons Robert Molnar. Ce maire sans étiquette ne s'est toujours pas fait à la barrière qui longe son petit village depuis fin août. C'est surtout une clôture mentale qui s'est créée. La Hongrie est en train de se ghettoiser. Il tient à nous montrer ce monument, le triplex, portant les emblèmes des trois pays, Hongrie, Serbie et Roumanie. C'est ici que chaque année, un pique-nique géant était organisé avec deux communes limitrophes. Depuis la construction de la barrière, le maire n'a plus de contact avec ses homologues des bourgs voisins. Ils étaient pourtant devenus amis. Ils ont peur. Je n'arrive plus à les avoir même au téléphone. D'ailleurs, c'est cette peur insidieuse qui envahit toute la Hongrie. S'il n'y a pas un renouveau moral, ce pays va sombrer pour de bon. Le maire avait de grands projets en coopération avec ses voisins, la construction d'un parc industriel et de nouvelles routes. Il voulait aussi ouvrir son école aux enfants de langue hongroise vivant de l'autre côté de la frontière. Ça va changer nos plans. La clôture est un mur, pas un pont. Nous ne pouvons pas espérer un avenir si nous construisons des murs à la place des ponts. Ancien député du parti au pouvoir, le maire a pris ses distances en 2002 lors du virage nationaliste du Premier ministre. En mai dernier, Viktor Orban lançait une consultation nationale controversée sur l'immigration et le terrorisme. Aujourd'hui, cette affiche est placardée partout. Le peuple a choisi,
il faut défendre le pays. Après les terribles attentats de Paris, la fascination de certains jeunes Européens pour le djihad, mais aussi l'amplification de la crise migratoire interroge sur 2 thèmes. L'intégration dans nos pays européens, mais aussi l'identité nationale de chacun. Et sur ces thèmes, eh bien, les jeunes que nous avons choisis ont dialogué avec leurs élus européens. On regarde tout de suite des extraits. La fracture évidente entre la France et cette espèce de résidu bizarre qu'on appelle les banlieues. Mais c'est vrai qu'à titre personnel, c'est quelque chose qui m'interpelle, puisque j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va s'accentuer avec le temps. Cette espèce d'écart qui grossit avec d'une part un communautarisme et de l'autre, je sais pas, par exemple des médias mainstream qui nous parlent constamment d'intégration de ces jeunes par l'assimilation, sans les prendre en compte eux-mêmes, qu'il faut vraiment les formater à un moule. Dans quelle mesure vous pensez que l'Europe a un rôle à jouer? Moi, ce qui me frappe quand on débat de ces questions-là, de banlieue, d'intégration, c'est que bien souvent, on fait des amalgames. Et l'individu, avec ses droits, avec sa dignité, avec sa sensibilité, c'est profondément européen comme notion. Et pourquoi on me bassine depuis des années avec l'identité culturelle de la France, à laquelle j'ai l'impression de ne pas correspondre, alors je me sens totalement français? La société française est un peu crispée sur la définition de son identité, parce que le monde va vite, parce qu'elle a un peu le vertige par rapport aux évolutions de la mondialisation. Cette société française se crispe et oublie précisément ce message qui est pourtant la philosophie des Lumières, qui est pourtant une philosophie profondément européenne, qui est l'individu compte. Et des gens qui ne te reconnaîtraient pas, ou qui te nieraient ta culture française, alors que toi-même te vis profondément comme français, et t'exprimes profondément comme français, c'est pour moi extrêmement choquant. Je ne vis ni en Hongrie, ni en France, ni en Allemagne. Mais en vérité, je suis mobile et j'utilise cette mobilité comme l'avantage de ma génération. À mon sens, la France, Paris, voilà une société très ouverte. Et la Hongrie est beaucoup plus fermée. J'ai une vision assez critique de la situation de notre pays en ce moment. Je pense que nous avons vécu un moment très triste de notre histoire quand le Premier ministre a dit qu'il était contre les migrants, contre les réfugiés, parce que nous voulions garder notre culture hongroise homogène. Ce n'est pas bien. Mais c'est faux. Ce n'est pas la direction que nous aimerions prendre. C'est vrai qu'on attend encore plus de l'Europe. La jeunesse croate a besoin de l'Europe pour avancer. Vous êtes un de Croates de diaspora qui est rentré, ça me plaît. Hein. Ça veut dire que la mobilité, après notre entrée de l'Union européenne, va dans tous les 2 sens. Ce n'est pas seulement que jeunes Croates quittent la Croatie, mais il y a des Européens, moitié croates comme vous, qui rentrent. Et ça, c'est très positif. C'est aussi l'un des grands thèmes de cette fin d'année, l'environnement. Paris accueille du 30 novembre au 11 décembre la fameuse COP21, la conférence sur le climat où chacun s'engage à faire des efforts de réduction de CO2. Et la France voudrait être particulièrement vertueuse en matière d'énergie renouvelable qui représente à peine 20% pour l'instant de sa consommation électrique. Alors pour cela, elle compte sur des innovations comme cette super hydrolienne au large de la Bretagne. Alix Le Bourdon est allé enquêter. Ce matin, sur le port de Brest, Jean-François Davio est dans les starting blocks. Plus qu'une ultime étape pour voir se réaliser le projet d'une vie. Il embarque sur ce navire pour aller raccorder son hydrolienne à Ouessant. Le 25 juin dernier, le mastodonte de 17 mètres était immergé en plein Fromveur. La force de ce courant, l'un des plus puissants d'Europe, va permettre à la machine de répondre à 15% des besoins en électricité de l'île bretonne. Une première en France à valeur de test, mais le directeur de Sabella en est convaincu, il s'attaque à un marché d'avenir. C'est un gisement industriel et d'emploi pour Brest s'il y a je sais pas, 200 hydroliennes à construire pour le Fromveur et d'autres pour, bien évidemment, d'autres sites l'export. À 42 km de là, à l'extrême ouest de la France, Ouessant compte moins de 900 habitants. Seules 3 hydroliennes plus puissantes suffiraient à fournir ce petit bout de terre en énergie, alors les projets de centaines de machines en effraient certains. Hop, c'est bon. En période creuse, cette Ouessantine pur jus embarque des touristes sur le bateau de son mari pêcheur. L'occasion de faire découvrir le patrimoine écologique des abords de l'île. Donc on va s'approcher le plus possible de Nividic. On va
L'hydrolienne a été installée en plein cœur d'une réserve naturelle. On n'a pas essayé les premières éoliennes sur le Mont Blanc, quoi. Donc sous prétexte que sous la mer on ne voit rien, le Fromveur, c'est des endroits qu'on n'a pas forcément inspectés. Il y a peut-être des espèces qu'on ne connaît pas encore qui vivent au fond de ce courant. Des doutes qui devraient vite être levés car au fond de l'eau, la machine est bardée de capteurs. Ils vont permettre d'étudier l'impact sur la faune marine. En charge de ces analyses, le Parc naturel marin d'Iroise. L'instance veille à la protection de cet espace sous-marin d'exception. Le directeur a donné son feu vert au projet de l'hydrolienne. L'hélice tourne assez lentement. Ça n'est pas un ventilateur qui tourne très vite, ça tourne assez lentement. Et donc, il n'y a pas de risque que ce soit un hachoir à poisson, si vous voulez. Sur l'île, tout est déjà prêt pour accueillir l'énergie renouvelable. L'engin devrait vite être relié à ce câble et fournir de l'électricité après transformation. Ce container en fait a une fonction de contrôle de la machine, mais également d'adaptation de la tension, le voltage en fait. On diminue légèrement la tension arrivée pour l'adapter au réseau de Ouessant. À l'heure actuelle, Ouessant dépend de 7 centrales pour son électricité. Un groupe électrogène composé de 4 gros moteurs de bateaux alimentés au fioul. Une énergie polluante, mais pour la sécurité des habitants, le maire n'est pas prêt à tirer un trait sur ce système. On veut bien être un laboratoire, mais pas des apprentis sorciers. Donc on est même très fiers de ce que fait Sabella avec l'hydrolienne. Mais moi je suis redevable devant mes administrés du fait d'avoir de l'eau, d'avoir de l'électricité. C'est essentiel à la vie de tous les jours. Plusieurs fois par semaine, Ondine vend la pêche de son mari sur la place de l'église. Des fois, ça fait mal au cœur. Enfin, c'est des bêtes de 2 kilos, mais on les remet à l'eau. C'est normal. Ouais. Non, surtout le homard, c'est quand même une bête qui met du temps à grandir. Une pratique respectueuse des espèces et de la nature. Avec sa forte conscience écologique, la jeune femme sait que son discours sur l'hydrolienne peut paraître contradictoire. Je crois qu'il ne faut pas, au prix de se dire, voilà, on a fait des choses catastrophiques avec le nucléaire, accepter tout du renouvelable. Si vous avez 300 machines dans le Fromveur, plus personne ne profitera de la biodiversité qu'on a ici. Gardienne vigilante de son île, Ondine redoublera d'attention dans 1 an. L'hydrolienne test sera alors retirée du Fromveur pour faire un premier bilan. Plus de 500 millions de citoyens européens qui voudraient des perspectives d'avenir claires pour la jeunesse. Or, parmi les moins de 30 ans, un quart se retrouve au chômage et beaucoup s'interrogent sur l'utilité de la construction européenne. Nous sommes allés à la rencontre d'un certain nombre de ces jeunes dans divers pays pour dresser leur portrait et ça donne ça. Il y a 18 mois, Benjamin s'est lancé dans la production de saucisses fraîches. Tu me le fais tourner là ? Voici son usine flambant neuve. Un investissement d'1 million d'euros qu'il compte rentabiliser dès la fin de cette année. Pour y arriver, le patron n'hésite pas à mettre lui-même la main à la pâte. Et c'est aussi quand on est dans l'atelier qu'on se rend compte des problèmes. Ah, là, ça casse là. Direction le siège du HDZ, le parti conservateur pour lequel la jeune femme milite. Sa mission du jour, fouiller les archives à la recherche de photos pour la nouvelle brochure. L'occasion pour Carla de défendre son parti contre ceux qui le taxent de populiste. Peut-être les personnes de la gauche disent ça parce que notre parti met l'accent d'un patriotisme à défendre toutes les valeurs traditionnelles, etc. Il y a 1 an, Agoston a lancé le premier blog hongrois consacré aux mobylettes, déjà plus de 1200 clics par jour. Un succès qu'il aimerait aussi rencontrer avec sa principale activité, la sociologie. Le public de la sociologie, ça se rétrécit. À la fin des années 80, la sociologie avait un impact beaucoup plus important sur les affaires, sur les choses de la société. Malte, c'est la prochaine destination de l'Europe dans tous ses États. Cette petite île perdue en Méditerranée a adhéré à l'Union européenne il y a 11 ans et suit depuis un peu de loin les grands débats qui secouent le continent. Nous allons y rencontrer 2 nouveaux jeunes, Mandy et Yann. Tout de suite, un aperçu.
Malte est dans l'Union européenne depuis 2004. Est-ce que les Maltais en sont satisfaits? Les avantages, les inconvénients selon eux? L'avantage, c'est financièrement, l'Union européenne, ça nous a beaucoup aidés. On est une île, tout petite île, donc on avait besoin de l'aide financière. Inconvénient, on craint si les autres pays auront un problème financier ou n'importe quel type de problème, on souffrira aussi. Je m'appelle Yann, j'ai 29 ans et je suis maltais. Je suis avocat, j'ai 36 ans, je suis mariée avec 13 enfants. 13 enfants? Ma grand-mère avait 13 enfants, moi non, j'ai 3 ans. Alors Yann, résultat des paris en quelque sorte. Est-ce que tu avais misé sur cette eurodéputée et qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Alors, si je savais, j'aurais misé un peu plus quand même. Je suis plus convaincu maintenant qu'avant. J'étais un peu sceptique sur le rôle de Malte dans l'Union européenne. Je pense que Roberta a bien réussi à me convaincre. La version longue de notre découverte de Malte, c'est à la fin de l'année pour les fêtes. Ne manquez pas l'Europe dans tous ses états. À très bientôt à tous.